ici. Ce matin, Caroline Roux reçoit Jean-Christophe Lagarde. Oui, le président de l'UDI, il a vu hier François Fillon pour évoquer un sujet qui fâche, ou plutôt deux sujets qui fâchent. Mettre une dose de centrisme dans le programme de François Fillon et surtout, négocier les circonscriptions. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Je vais commencer par une image. Vous n'avez pas pu rater cette image, c'était celle d'une gifle à Manuel Valls. Il a décidé de porter plainte. C'était lors d'un déplacement hier en Bretagne. Vous y voyez une violence contre la démocratie ou juste une agression gratuite contre un seul homme? Non, c'était évidemment une violence contre la démocratie. En démocratie, la violence n'a pas sa place. On est en désaccord, on débat, on tranche par les élections. La violence politique, c'est réservé au régime autoritaire. Et ce jeune homme, en faisant ça, il est sorti du champ normal de la vie démocratique. Parce que si à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on échange des coups, on ne pourra plus vivre ensemble. Vous y pensez de temps en temps lorsque vous êtes sur le terrain à ça? Jamais? Non, parce que d'abord, vous êtes pris par l'action. Et deuxièmement, je ne pense pas qu'on doit vivre dans la peur. Voilà. C'est un coup dur pour la campagne de Manuel Valls ou pas, ce genre d'image? Je pense que c'est un coup dur parce que ça illustre la volonté d'une partie de la gauche de rejeter tout ce qui a été les trahisons du gouvernement ou des gouvernements de M. Hollande par rapport aux promesses électorales qu'il avait formulées en 2012. On en vient à François Fillon? Comment s'est passée la réunion hier? Vous avez négocié avec François Fillon, c'était une réunion importante pour le patron de l'UDI que vous êtes. Négocier des circonscriptions, mais aussi négocier sur le fond. Déjà, est-ce qu'il est souple dans la discussion, François Fillon? Les choses ne se présentent pas comme ça. Nous avons engagé des discussions à travers un certain nombre de groupes thématiques sur le programme d'abord, et puis évidemment une négociation sur les élections, les investitures, l'équilibre d'une éventuelle... C'est comme ça que ça se passe, c'est pas si grave. L'équilibre d'une éventuelle future majorité. Les choses se sont un peu tendues la semaine dernière, et il était normal que les patrons des deux formations politiques se voient pour en parler. Et ça a été l'essentiel sur 1h30 de la discussion. Pendant plus d'1h10, nous avons échangé sur le programme. Notre volonté est de pouvoir, non pas amener une dose de centrisme, comme vous le disiez, simplement dire, voilà les sujets sur lesquels nous voulons amplifier, ajouter ou préciser le programme. Il y a beaucoup de sujets en réalité sur lesquels nous échangeons et qui... permettent, me semble-t-il, d'avoir un projet de rassemblement. Parce que c'est ça le sujet d'une élection présidentielle. La primaire, c'était gagner dans son camp. Le rassemblement, c'est gagner devant les Français pour permettre le changement. Pourquoi il vous ferait cette faveur alors qu'il a dit à ses amis sarkozystes j'ai été élu, passez votre chemin, mon programme, c'est celui qui a été, au fond, choisi par les électeurs, les 4 millions d'électeurs de la primaire. J'irai à la présidentielle avec ce projet-là. Pourquoi il vous ferait cette faveur? Tout simplement parce que ça n'a rien d'une faveur. C'est l'effort que doit faire quelqu'un qui aspire à devenir président de la République pour rassembler. Pour être élu président de la République, il faut faire plus de 50% des voix. Et évidemment, ça ne peut pas se réduire sur le petit socle, entre guillemets, que serait telle ou telle il peut pas gagner sans les centristes. Telle ou telle tendance d'un parti politique. Il n'est pas du tout dans cet état d'esprit, il n'a pas du tout le sentiment d'avoir gagné l'élection présidentielle et il est bien convaincu qu'il faut rassembler. Et pour rassembler, il faut à la fois évidemment que des idées, notamment les nôtres, soient prises en compte, pas seulement les nôtres. Et deuxième chose, pour se dire, pour pouvoir gouverner demain, parce que ça ne sert à rien de gagner une élection présidentielle si on n'est pas capable de transformer réellement les choses dans le quotidien des Français, il faut aussi rassembler le socle plus large des Français. Des réformes profondes qui sont nécessaires dans l'éducation, dans l'économie, dans le droit du travail, pour la retraite, pour faire en sorte en réalité que notre pays rejoigne le peloton européen. Nous sommes le seul pays à avoir décroché. Ça nécessite non seulement de gagner une élection présidentielle, non seulement de gagner une élection législative, mais d'avoir dans le pays, chez les Français, dans la rue, des gens qui sont convaincus que notre pays a la force de se redresser et qu'il en a pris la décision. J'entends ce que vous dites. Sa réaction à lui, c'est quelqu'un d'ouvert dans la négociation, dans la discussion. C'est pas l'impression qu'il a donnée depuis son élection, avec sans doute des convictions qui sont les siennes, de dire c'est mon projet, je le tiendrai jusqu'au bout, y compris sur des sujets qui ont parfois crispé dans son propre camp. Je trouve qu'il y a beaucoup de caricatures dans la présentation de François Fillon, entre ce que j'entends, je lis, et puis l'homme avec qui je discute depuis quelques semaines. On se connaissait avant, mais enfin maintenant on discute de parti politique à parti politique. Il y a beaucoup de caricatures. Il ne dévie pas d'une ligne générale qui est son projet présidentiel. Et il accepte, par exemple, dans des domaines comme l'environnement, par exemple, dans des domaines comme l'éducation, comme un certain nombre de sujets économiques, que moi j'ai poussé pour la participation. Parce que
La philosophie du projet de François Fillon en matière d'économie et de relations au travail, c'est de mieux contractualiser, d'arrêter d'imposer tout par la loi et de faire en sorte qu'il y ait un contrat entre l'employeur et l'employé. Et la participation, c'est-à-dire le fait que l'employé ait intérêt à ce que l'entreprise fonctionne, c'est dans la culture de la négociation, de la contractualisation. Donc tout ça fait et doit rester un ensemble cohérent. N'empêche que, par exemple, dans le domaine de l'environnement, vous comprenez bien qu'à la fois le parti de Jean-Louis Borloo que nous représentons, mais également un certain nombre de spécialistes chez nous ont des choses à ajouter. La transformation de notre parc de logement, on a vécu des pics de pollution il n'y a pas longtemps. Il y a bien sûr le problème de l'automobile, mais c'est le logement qui pollue le plus. Et en plus, c'est une mesure sociale, parce que quand vous avez un logement qui est mal chauffé avec des vieux systèmes de chauffage polluants, vous payez plus cher que si vous avez des systèmes de chauffage performants. Il y a le fond, vous l'avez très bien expliqué, et il y a aussi les circonscriptions. Vous voulez 75 sièges dans la prochaine majorité, c'est ça ? Je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Il y a, vous l'avez lu, vous aussi ? Oui, je le lis, voilà. Mais attendez, tout le monde raconte n'importe quoi. C'est bien pour ça que c'est utile. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, pour nous dire quel est le bon chiffre. C'est bien pour ça que c'est utile que les deux patrons se rencontrent et se parlent plus clairement que par les intermédiaires. Il est assez naturel que dans des partis politiques, des gens se remontent, veulent montrer leurs muscles. Bon, après, il faut que les responsables à tête reposée ça n'est pas le bon chiffre, et c'est ça que vous voulez dire, ça n'a rien d'un chiffre en l'occurrence. Il y a grosso modo entre 250 et 300 sièges que nous pouvons espérer l'emporter. Il est normal et il serait normal que le centre représente entre 90 et 100 sièges dans ces circonscriptions qui sont basculables. On discute de ça parce qu'une fois que vous avez fait une théorie, vous avez circonscription par circonscription, là où il faut les bons candidats. On en vient au Brexit. Theresa May a fait son discours hier que vous avez sans doute suivi et elle le dit clairement. Elle veut un Brexit dur. La Grande-Bretagne va sortir, y compris du marché unique. Vous dites tant mieux, ça y est, au moins la situation est claire. Ou est-ce que cette décision de la Grande-Bretagne vous inquiète davantage ? Dès le lendemain du vote des Britanniques, moi j'ai dit qu'ils ne pourraient pas être out et in. Ils ne peuvent pas être dehors et dedans. Et d'ailleurs, le sujet principal, parce qu'elle fait des déclarations martiales, mais elle explique quand même qu'elle veut un large accord douanier avec l'Union européenne, le sujet principal, qui sera la charge du prochain président de la République, nous avons eu d'ailleurs cet échange-là hier avec François Fillon, le sujet principal va être que cette négociation fasse en sorte que les Britanniques restent nos amis. On a des coopérations à monter avec eux, notamment dans le domaine de la défense. Mais ce ne sont plus des partenaires. Ce sont des concurrents. Et donc, l'accord qui doit être fixé avec eux, c'est qu'ils ne deviennent pas le cheval de Troie d'autres grandes puissances, par exemple les États-Unis, et on voit ça se dessiner, comme étant le paradis fiscal qui permet de rentrer en Europe. Non, quand on fabrique quelque chose en Grande-Bretagne, quand on veut vendre un service depuis la Grande-Bretagne, ou quand on propose un produit financier depuis la Grande-Bretagne, on ne peut pas venir en Union européenne sans payer des taxes, des droits de douane, comme si, par exemple, on venait des États-Unis. Madame May doit accepter, et sinon il faudra un accord beaucoup plus dur que ça, que la Grande-Bretagne ne soit pas le cheval de Troie au sein ou à côté de l'Union européenne pour laisser rentrer tous les produits chinois, américains ou autres. Il y a une urgence en Europe quand on entend les déclarations de Trump dans l'interview qu'il a donnée à deux journaux européens. Et ce qui se passe avec le Brexit, il y a une urgence. C'est pas la première fois que l'Europe serait confrontée à une urgence. Il y a une urgence à bouger. Paradoxalement, M. Trump est la dernière chance de l'Union européenne. Il veut que nous placer devant nos responsabilités sur le plan de la défense. Il n'a pas tort. Assumons-le. Définissons des intérêts stratégiques communs pour l'Union européenne qui permet ensuite de construire une Europe de la défense. M. Trump dit en même temps, les États-Unis veulent faire moins d'efforts pour vous protéger. Très bien, M. Trump. Mais depuis des années, nous attendons et nous acceptons que... parce que les États-Unis assurent une large partie de nos défenses, on ait des accords commerciaux déséquilibrés. Vous voulez remettre en cause les accords commerciaux ? C'est le moment pour l'Europe de s'affirmer et de cesser d'être la grande naïve des échanges mondiaux. C'est aussi un combat que l'UDI mènera. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. C'est à vous, William. Merci beaucoup, Caroline.